Bonjour à tous, donc du coup, je suis David Pichouron, je suis formateur effectivement, à l'IFAS, donc à l'Institut de formation aide-soignant, du CHU de Brest et donc on va en quelques minutes vous présenter un petit peu toute la formation et pour ça, du coup, effectivement, comme vous le disiez, je suis accompagné, d'Elisa qui est, une élève. Merci Elisa d'avoir accepté d'être, Bonjour. présente avec nous aujourd'hui. La première question que j'ai à vous poser, c'est déjà pourquoi vous avez fait ce choix, de devenir aide-soignant? Déjà, c'est une reconversion professionnelle pour ma part. Je voulais faire un métier qui coïncide aussi avec, mes idées et mes valeurs. Je voulais faire un métier, qui est humain, qui est basé aussi sur les relations, humaines. Je voulais aider les autres, prendre soin de mon prochain, et être utile aussi au quotidien. C'est un métier aussi qui est également varié, selon les services. On a des missions différentes et c'est également un métier qui est en forte demande, d'emploi. OK et vous avez fait un choix qui est, d'obtenir ce diplôme d'état d'aide-soignant par la voie de l'apprentissage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette voie-là? Déjà, c'est, pour une question de rémunération. Donc chaque mois, je suis rémunérée, par ma structure, qui m'accueille. C'est, bien parce qu'on a aussi le choix, on a plusieurs choix au niveau des structures. Donc on a de l'EHPAD, des SMR et d'autres services. Moi, j'avais pas d'expérience du tout dans le milieu, comme quand on sort du lycée, on n'a pas forcément d'expérience. Donc, ça m'a permis de m'insérer dans un nouveau milieu professionnel qui est la santé. Et puis, en même temps, je peux mettre en pratique tout ce que je vois à l'école. Donc, ça aussi, c'est plutôt chouette. Ça permet de gagner en expérience et de gagner aussi en confiance en soi dans ce métier. Et puis, on a plein de possibilités aussi après d'offres d'emploi, que ce soit après les stages ou même avec notre structure d'accueil. OK, super, merci pour, ces quelques informations. Avant de vous laisser repartir vers vos cours, est-ce que vous avez des choses à dire aux personnes là qui nous suivent et qui pourraient hésiter à devenir, aide-soignant? Je pense que c'est un métier où si vous avez envie de faire ce métier, il faut foncer, qu'il faut aimer accompagner, aider et prendre soin des autres et surtout ne pas non plus s'arrêter à un âge. Donc, si vous ne choisissez pas demain, vous pourrez le choisir une autre fois. On est bien accompagné en tant qu'élève en formation et les structures ont besoin d'aides-soignants. C'est un métier aussi qui ne s'arrête pas non plus à l'EHPAD et aux soins de nursing. Il y a plein d'autres missions de l'aide-soignant et que c'est un super beau métier et il est complet également. OK, super. Merci Elisa. Hem, je prends le relais du coup pour, vous présenter un petit peu plus, la formation cette fois-là. OK. Donc effectivement, cette formation d'aide-soignante, l'idée, c'est de préparer à l'obtention de ce diplôme d'État nécessaire, pour exercer le métier d'aide-soignant. L'idée du métier d'aide-soignant, c'est vraiment d'être dans l'accompagnement, comme a pu l'évoquer Elisa, notamment dans tous les actes de la vie quotidienne que le patient n'est pas ou plus en capacité de faire et tout ça, en respectant certains critères naturels comme l'hygiène, le confort du patient et du soignant, et son bien-être. Déjà, ce qui est important de savoir, c'est que pour rentrer dans cette formation, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de baccalauréat nécessaire. Il s'agit d'une autre voie qui ne nécessite pas de prérequis. Au niveau du programme, on va sortir des matières générales et on va se concentrer via des blocs et des modules sur des cours très spécialisés pour la nécessité de devenir aide-soignant. Donc, bien sûr, l'aide-soignant a besoin de connaître le corps, comment il fonctionne dans son anatomie, dans sa physiologie, comment fonctionnent les différentes instances du corps, qui peuvent être déjà vues selon les anciens parcours. Et puis, bien sûr, l'aide-soignant est là pour être l'œil un petit peu. Il fait partie des soignants qui sont beaucoup avec le patient. Donc, il va devoir connaître, maîtriser un petit peu tous les paramètres vitaux de ce patient, de savoir repérer quand ce patient il va moins bien, de pouvoir le transmettre. Et c'est pour ça qu'on forme aussi les élèves à tout ça, les paramètres vitaux, repérer les signes d'urgence, les gestes d'urgence aussi. Et bien sûr, l'aide-soignant étant au plus proche du patient, on attend de lui beaucoup de capacités relationnelles, de communication, donc beaucoup de cours autour de ça aussi, de comment communiquer, les techniques, comment on fait pour gérer parfois ces émotions qui peuvent remonter à la fois chez le patient, chez son entourage. Et puis aussi, pour donner d'autres exemples, tout ce qui va toucher à comment aider le patient à bouger, à se mobiliser, à l'aider à se remonter dans un lit, à marcher avec lui. Bref, des choses un peu plus très spécialisées pour le métier d'aide-soignant. Pour vous montrer un petit peu un exemple d'à quoi peut ressembler un emploi du temps, les journées
voilà, font à peu près 7 heures. L'idée, c'est qu'on a à la fois des cours un peu plus magistraux, mais toujours très réflexifs. Beaucoup de cours autour des TD, des mises en situation. L'idée, c'est que on passe toujours par un temps réflexif. Par exemple, là, vous pouvez voir autour des soins d'hygiène, on va se demander le matin, bah voilà, qu'est-ce que ça fait d'entrer en relation avec la personne pour l'aider dans ses soins quotidiens, l'aide à sa toilette, etc. Est-ce que ça fait peur? Ça fait peur, mais pourquoi ça nous fait peur? Pourquoi ça peut être impressionnant? Lire des choses qui ont été écrites. Et puis, dès l'après-midi, bah, de se retrouver dans une chambre simulée, ici, à l'Institut de formation, et puis de se demander, bah, voilà, comment je peux faire pour faire ces soins. On peut avoir là, par exemple, dans l'exemple que j'ai pris, des cours sur l'équilibre alimentaire aussi. L'aide-soignant va accompagner le patient autour de l'alimentation aussi, du sommeil, du temps de raisonnement clinique. Ça, c'est quelque chose d'assez central dans la formation d'aide-soignant qui consiste à vraiment à apprendre à penser le soin. J'ai un patient face à moi, comment je vais faire pour le prendre en soin entièrement, dans les problèmes qu'il présente, dans les risques, euh, toujours dans l'idée d'être les yeux au plus proche du patient. Et puis, dans la formation, on a aussi une partie qui va se passer plus à distance, en distanciel, où là, nous, formateurs, nous mettrons à disposition des élèves via une plateforme du travail à faire qui pourra être fait à la maison. Alors après, il y aura un retour en présentiel, des corrections, etc. Et puis, bah, vous voyez sur la fin de semaine ici, beaucoup de TD, hein, toujours. L'exemple que j'ai pris là, bah, on va passer par un simulateur de vieillissement, par exemple, l'idée de ressentir ce que ça fait que d'être âgé via un simulateur qu'on a ici, un simulateur physique. En tout cas, l'idée, c'est toujours de ressentir les choses pour pouvoir ensuite mieux les prendre en soin auprès du patient. Pour vous donner une idée de la taille un peu ici, on a donc 2 voies pour devenir aide-soignant. On a soit ce qu'on appelle la formation initiale, donc une promotion ici qui fait entre 90 et 100 élèves. Et puis là, comme vous avez pu rencontrer Elisa tout de suite, une formation par la voie de l'apprentissage qui là une formation plus petite qui fait une trentaine d'élèves, avec une formation plus longue qui passe de 12 mois pour la formation initiale à 18 mois par la voie de l'apprentissage, puisque viennent se mettre entre les cours et les stages du temps chez l'employeur pour l'apprenti. On mixe effectivement, comme je vous disais, des pratiques et de la théorie. On va jusqu'à de la situation simulée où on met en place via des acteurs des pratiques simulées. Et puis, vous avez au cours de cette formation autant de temps théorique que de temps en stage. Même nombre d'heures. Les stages, c'est 4 stages sur l'année. Vous devez obligatoirement aller dans des spécialités différentes. Donc, vous devez obligatoirement aller à la rencontre de la personne âgée et de la personne en situation de handicap, mais aussi vous pouvez aller en chirurgie, en médecine. Bref, on a tout un vivier de stages qui permet vraiment, en fin de formation, d'avoir une idée claire du type d'endroit que vous souhaiteriez privilégier. L'idée, bien sûr, c'est de vous former, d'acquérir des connaissances, des compétences pour devenir AS et aussi de quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur ici, c'est toute l'interprofessionnalité, c'est-à-dire bah, on a la chance d'être dans la même école que d'autres professionnels qui vont se présenter après. Bah, on va aller à leur rencontre et de se dire bah, voilà, quel est le lien entre l'aide-soignant et l'infirmier, entre l'aide-soignant et le kiné, et puis de voir un petit peu bah, comment on travaille ensemble. L'idée, bah, c'est d'arriver à des compétences autour de la relation, du soin, d'évaluer, d'accompagner le soin et de toujours garder ce côté je réfléchis. L'aide-soignant n'est pas un faiseur, c'est quelqu'un qui va réfléchir à son soin et qui va pouvoir proposer des choses derrière. Et pour finir là-dessus, ce qui est toujours très intéressant, c'est l'idée que le DE aide-soignant, le diplôme d'état d'aide-soignant que vous obtenez en fin de formation, c'est pas une finalité en soi, pas forcément. Derrière, l'aide-soignant peut se spécialiser, peut devenir ce qu'on appelle assistant de soins en gérontologie. L'aide-soignant a accès à de nombreux DU sur la douleur, sur les soins palliatifs, sur l'hypnose dans les soins, plein de choses. Et puis, bah, après, si l'aide-soignant veut continuer, il peut continuer de se spécialiser, il peut devenir auxiliaire de puériculture ou infirmier, avec du coup des formations qui sont allégées par déjà l'obtention de ce diplôme d'État avec une petite expérience derrière. Et puis, bah, chose qu'a évoquée Elisa, mais je rebondis là-dessus puisque ça paraît important, plein de spécialités. L'aide-soignant aujourd'hui, il a cette possibilité de découvrir la personne âgée, la personne en situation de handicap, la santé mentale, la chirurgie, les centres de rééducation, bref, s'offre à lui un panel d'endroits où travailler assez varié. Au niveau de la formation, du coup, bah, je ne répète pas, hein, mais voilà, 2 voies, initiale, apprentissage, autant de temps de cours que de stages. On propose aussi des stages en Belgique via notre programme Erasmus.
On fait intervenir beaucoup de gens spécialisés aussi. L'idée, c'est que voilà, d'aller à la rencontre aussi des professionnels qui sont sur le terrain. Chaque élève est suivi par un formateur référent qui le garde tout au long de l'année avec des entretiens, des moments vraiment où on est ensemble pour échanger sur toute cette formation qui dure 11 ou 18 mois, donc qui peut être assez longue. Et l'idée, c'est que derrière, une fois cette formation terminée, via des évaluations, bien sûr, des évaluations de compétences, vous obtenez ce diplôme d'État qui est donc de niveau 4, qui correspond à un niveau baccalauréat. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur la formation aide-soignante avec le témoignage d'Elisa. Je ne sais pas s'il y a des questions, si on peut enchaîner directement. Alors, merci pour votre présentation. On va enchaîner effectivement avec le diplôme d'état d'infirmier avec Monsieur Pennec et nous passerons aux questions une fois que les présentations se seront tenues. Très bien, Et à merci. tout à l'heure. Est-ce que Monsieur Pennec est là? Oui. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse pour le coup prendre la main pour diffuser votre diapositive. D'accord. Alors, bonjour à toutes et tous. Je me présente, je m'appelle Pierrick Pennec et je suis formateur auprès des étudiants de première année en école d'infirmier au CHU de Brest. Alors, école d'infirmier, Institut de formation en soins infirmiers, si on veut appeler les choses par leur juste appellation. Et je vais donc vous présenter brièvement la formation infirmière. Je suis accompagné de Shafika Derwesh, une de nos étudiantes de deuxième année, qui sera là pour aussi répondre à vos questions, si vous en avez, sur les stages, le vécu de la formation, et puis tout ce que vous aurez envie d'approfondir. Alors, je vais commencer par déjà vous parler un petit peu du métier. Infirmier, infirmière, c'est un métier où on soigne, on écoute, on accompagne et un métier où chaque jour on a un impact réel sur la vie de nos patients. C'est un métier qui, lorsque vous allez postuler, en fait, on n'attend pas forcément que vous sortiez d'une filière particulière ou d'un bac spécifique. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être certaines spécialités qui vous aideront à faciliter votre arrivée dans la formation, mais néanmoins, on accueille vraiment tout type de bac. Il faudra cependant, évidemment, être à la fois attiré par les matières scientifiques, puisque vous allez avoir des cours en biologie, anatomie, physiologie, de même que pour nos collègues aides-soignants. L'idée, c'est de connaître le fonctionnement du corps humain, de comprendre ce qui se passe chez nos patients et de pouvoir réajuster, agir en cas d'urgence. Donc des matières scientifiques, mais pas seulement. Vous verrez aussi des sciences humaines, psychologie, sociologie, anthropologie, puisqu'on s'occupe de personnes. Il s'agit aussi de comprendre un petit peu le fonctionnement de chacun, et puis surtout le fonctionnement de la relation soignant-soigné. C'est quoi un soignant, c'est quoi un soigné, qu'est-ce qui se joue dans cette relation, dans la dynamique de soins, etc. Donc vous aurez aussi des apports en législation, puisqu'on s'occupe du corps de l'autre et de la vie de l'autre. Donc il s'agit de faire preuve de délicatesse et puis surtout de savoir ce qu'on peut faire ou pas. Donc législation, éthique aussi. Donc l'éthique, c'est tout ce qui concerne la morale et puis l'ajustement de nos comportements dans le soin, puisqu'on va vivre des situations assez fortes aussi émotionnellement, l'accompagnement en fin de vie, le refus de soins, l'accompagnement de personnes souffrant de démence cognitive. Donc, il s'agit de s'ajuster pour être au plus près des volontés du patient. Donc, matière scientifique, sciences humaines, relation à l'autre. Et puis, je vous ai déjà parlé un petit peu du programme, en tout cas de première année, biologie fondamentale, anatomie, physiologie, et aussi beaucoup de travaux pratiques pour apprendre à maîtriser les soins techniques nombreux que vous allez être amené à faire. Puisque si on doit résumer à peu près le métier infirmier, il apparaît sous deux aspects. L'infirmier est là pour appliquer les prescriptions du médecin, préparer les médicaments, les perfusions, les antibiotiques, les prélèvements sanguins, assister aussi à la réalisation des gestes et des soins ou des examens techniques, radio, scanner, etc. Et puis un côté sur rôle propre qui rejoint un petit peu le côté aide-soignant, où on est là vraiment pour aussi accompagner la personne, lui donner les clés pour être maître de sa santé et acteur de son parcours de soins. On fait beaucoup de soins relationnels aussi, donc c'est des temps d'échange auprès de nos patients pour pouvoir recueillir effectivement leur vécu et s'ajuster au plus près de leurs demandes.
Je vous ai mis un petit exemple d'emploi du temps de la semaine type qui vous attend si vous souhaitez intégrer notre formation. Alors je ne sais pas si ça s'affiche très bien, mais on a donc des travaux dirigés qui se passent en petits groupes de 25 personnes à peu près. Il faut savoir que nous, on accueille 130 étudiants environ par promotion, par année. Évidemment, tous les cours ne se font pas à 130. Les cours magistraux se font généralement effectivement en promotion entière. On a des travaux dirigés qui se font donc auprès de 20-25 étudiants. Et puis, on a des travaux pratiques après ou de simulation, on va y revenir un petit peu, où là, on peut être 8 à 10 étudiants. C'est un peu plus simple et facile de vous accompagner sur la maîtrise de ces gestes techniques. Prise de sang, ablation d'agrafe, réfection de pansement, etc., etc. On a des journées en distanciel, puisque là, vous voyez que la semaine est bien remplie. Ce sont des semaines de 35 heures. Mais comme nos collègues aides-soignants, on a des moments qui se passent en distanciel et où on vous laisse un petit peu en autonomie travailler de votre côté. Il y a toujours de la remédiation et de l'accompagnement sur ces temps-là. Mais voilà, ce sont des emplois du temps pensés pour 35 heures par semaine. C'est bien ce qu'il faut retenir. La spécificité de cette formation, c'est que c'est une formation professionnelle en alternance cours-stage. Une formation qui se déroule en 3 ans. 60 semaines de cours, 60 semaines de stage, avec plus de cours en première année et puis plus de stages en troisième année pour vous aider à vous professionnaliser. Les objectifs de cette formation, c'est de savoir déjà analyser des situations de soins. Ces capacités d'analyse, elles sont essentielles. De comprendre les symptômes que vous disent vos patients doivent vous permettre de réagir, d'identifier les urgences, les problèmes en santé et puis les soins à réaliser. Évidemment, vous devez maîtriser les soins techniques. On a dit techniques, mais aussi relationnels. Donc, on vous apprend à travailler sur ces soins relationnels, la posture, mener un entretien, etc. Et l'infirmier a un rôle vraiment de coordination dans le parcours de soins du patient. Et donc, il faut aimer travailler en équipe. Hein, nos collègues aides-soignants sont nos plus proches collaborateurs, mais on travaille aussi avec les médecins et puis avec d'autres professionnels de santé, kinésithérapeutes, psychomotriciens et puis encore d'autres corps de métier. On va vous faire développer 10 compétences sur lesquelles vous serez évalué en stage. Il s'agit d'arriver à analyser des situations cliniques pour mener un projet de soins. Donc un projet de soins, c'est un parcours de soins qui est co-construit avec les patients. Il faut savoir mettre en œuvre des soins éducatifs, des soins préventifs, puisqu'on n'est pas que là pour guérir, mais on est là aussi pour prévenir et puis pour accompagner. Il faut avoir des qualités dans l'organisation et la coordination des soins, donc ça, on vous apprend à le faire. Et puis évidemment, tout ce qui est préparer les médicaments et les examens du patient et réaliser les soins prescrits par le médecin. Donc 3 ans d'études, mais effectivement, vous avez la possibilité d'évoluer ensuite dans votre carrière. Alors, il y a des spécialités infirmières qui vont nécessiter 1 à 2 ans d'études supplémentaires en fonction de ce que vous choisirez. Vous pouvez devenir en 1 an infirmier ou infirmière puériculteur, puéricultrice, donc travaillant essentiellement en pédiatrie ou auprès des enfants de d'autres structures extra-hospitalières. Vous pouvez, sur une spécialisation d'1 an et demi, devenir infirmier de bloc opératoire, où vous assistez le chirurgien dans les actes, dans ses actes. Infirmier anesthésiste, c'est un complément, une formation complémentaire de 2 ans qui vous permet aussi d'accompagner la prise en soin des patients en bloc opératoire. Et puis, un nouveau métier qui est apparu il y a peu de temps, infirmier de pratique avancée, où là, on travaille vraiment en coordination avec le médecin, mais on a un grand rôle d'autonomie dans l'accompagnement des patients chroniques, diabète, psychiatrie et puis encore d'autres spécialités. D'autres formations s'ouvrent à vous. La formation de cadre de santé qui est aussi dispensée dans notre IFPS. La cadre de santé, c'est celle qui gère les unités où travaillent les infirmiers, les aides-soignants,
pneumologie, cardiologie, pédiatrie, voilà ces spécialités en tout cas qui sont chapeautées par les cadres de santé. Vous pouvez aussi devenir enseignant, formateur, ça a été le cas de mon parcours, puisque maintenant ça fait 4 ans que je suis sorti des soins et que je forme les futurs étudiants. Et puis il y a toute une voie qui s'ouvre autour de la recherche scientifique également. Voilà pour les grandes formations accessibles après le diplôme. Concernant notre formation dispensée ici au sein de l'IFPS, on a quelques atouts à faire valoir. Le premier, c'est effectivement l'alternance cours-stage qui vous permet d'apprendre vraiment le métier sur le terrain. On a beaucoup d'ateliers de simulation qui ont été évoqués par mon collègue David, donc des jeux de simulation avec des acteurs. Ça se fait en tout petit groupe et puis on peut analyser un petit peu ce qui se passe pour essayer d'améliorer sa pratique. On vous accompagne en stage, donc chaque semestre, vous êtes vu par un formateur en stage qui vient vérifier que tout se passe bien pour vous, vérifier que vous arrivez à analyser justement les situations de soins et puis vous accompagner en cas de difficulté ou de besoin. On vous forme évidemment aux soins d'urgence pour pouvoir être réactif dans les situations d'urgence et puis dans les services quand c'est nécessaire. Vous avez un référent pédagogique donc, qui vous suit chaque année. Il sera différent, mais en tout cas, on a l'occasion de se rencontrer 3 fois dans l'année de manière précise et individualisée pour vous accompagner au mieux dans votre parcours d'étudiant. Et puis, beaucoup de pédagogie innovante avec différents supports, des séminaires interprofessionnels qu'on a la chance de pouvoir justement co-animer avec un collègue que vous allez entendre pendant cette heure, des tables rondes autour du handicap, de la santé mentale, des stages d'éducation thérapeutique, des stages en école primaire, en lycée, autour de grands thèmes de santé publique, etc. J'en ai fini pour ma présentation et puis je reste disponible tout à l'heure pour les questions que vous souhaiterez me poser à moi ou à Shafika. Merci, monsieur. Donc, je vais passer la parole à Madame Briand, si elle est connectée. Bonjour, vous m'entendez bien? Donc, je me présente, Emmanuelle Briand, je suis la coordonnatrice pédagogique de l'IFMK, donc Institut de formation en massokinésithérapie. Donc, je vais vous partager mon document. Donc, par rapport à la formation, la formation dans massokinésithérapie, donc c'est une formation en 4 années qui en fait est la suite d'une année de sélection en universitaire, donc PASS, LAS ou STAPS, et qui permet en fait aux étudiants d'avoir un diplôme d'État et un grade master. Donc globalement, en fait, pour qui s'adresse cette formation, donc en fait, les étudiants doivent avoir un bac. Alors globalement, effectivement, il n'y a pas de spécificité de bac qui est théoriquement imposée. Pour autant, ce qu'on explique aux étudiants, c'est que c'est une formation qui est quand même relativement scientifique. Et donc, ce qui est préconisé, c'est quand même un bac de filière générale avec souvent, et majoritairement, je dirais, des étudiants qui ont pris les spécialités en sciences et vie de la Terre, en physique-chimie ou en mathématiques. Alors, c'est pas une obligation, mais effectivement, si l'étudiant vient avec un bac général d'une autre filière, ça lui demandera effectivement de se remettre effectivement à jour sur des notions, en tout cas, en particulier de physique, en particulier de sciences, en tout cas sciences de la vie de la Terre, puisque c'est énormément d'enseignements qui sont de ce type-là. Donc en fait, à l'issue du bac, les étudiants par Parcoursup vont choisir d'intégrer soit la filière PASS, soit une filière LAS ou STAPS. Et une fois qu'ils vont être sélectionnés par ces 3 voies-là, ils vont pouvoir intégrer la formation en 4 ans, qui se situe donc au niveau d'un institut de formation en massokinésithérapie et qui dépend d'un institut de formation des professionnels de santé. Aperçu du programme de première année, là je vous ai mis quelques matières. Donc il y a des sciences humaines et sociales, il y a des sciences biomédicales, on a des sciences de la vie et du mouvement. Et donc il y a en particulier en première année énormément de cours sur l'anatomie, puisque l'objectif effectivement pour l'étudiant, c'est de bien maîtriser le fonctionnement du corps humain. Et donc les étudiants vont avoir beaucoup de cours d'anatomie
d'anatomie, beaucoup de cours de physiologie pour effectivement maîtriser le fonctionnement de ce corps humain, puisqu'ils vont être amenés à devoir effectivement le rééduquer, ce corps, ou apporter des situations de réadaptation. Il y a bien évidemment tout ce qui est en lien avec des méthodes et outils en kinésithérapie. Donc les étudiants vont avoir un grand nombre de TP, puisque vous allez voir tout à l'heure dans le partage de l'emploi du temps, les étudiants en fait alternent vraiment des cours théoriques et des cours de travaux pratiques. Et dans ces cours de travaux pratiques, ils fonctionnent donc souvent en demi-groupe ou en tiers de groupe, et ils vont fonctionner dans un principe de binôme et vont apprendre en fait toutes les techniques que les kinésithérapeutes sont amenés à utiliser dans leur pratique. Et donc là, je vous ai mis quelques techniques: le massage, la mobilisation passive, la mobilisation active, tout ce qui est des notions de bilan, comment évaluer les patients. Donc ils vont apprendre directement les uns sur les autres. Donc c'est pour ça ils travaillent énormément en binôme, puisqu'ils vont à la fois apprendre sur leurs collègues, mais eux aussi vont être en situation qu'un de leurs collègues va apprendre les techniques sur eux. Voilà un exemple de semaine type d'emploi du temps. Donc, c'est pareil, c'est quand même un peu calé sur une semaine en lien avec les 35 heures, on va dire. Donc globalement, les cours ont lieu entre 9h et 17h. Ça peut arriver que les étudiants commencent un petit peu plus tôt, ça peut arriver que les étudiants terminent un peu plus tard que 17h, mais de façon, on va dire, le plus souvent, en tout cas, c'est 9h-17h. Et comme vous le voyez, c'est une alternance entre des cours théoriques, donc c'est les petites cases en beige clair, et puis des cours de TP qui sont les petites cases en vert. Et les cases en rose, ce sont en fait du temps personnel. Donc dans la semaine, on essaye au maximum de pouvoir apporter du temps personnel pour les étudiants, de façon à ce qu'ils puissent effectivement à la fois être en cours, à la fois être à la maison pour pouvoir réviser, travailler. On leur demande aussi du travail personnel qui va être rendu sur ces temps qu'on va essayer de flécher. C'est 2 semaines qui sont relativement chargées, où les étudiants commencent leur année dès début septembre pour finir le 30 juin. Donc ça reste des années scolaires complètes du 1er septembre au 30 juin. Alors, on a 4 promotions, puisque du coup, je vous ai expliqué tout à l'heure que suite à la sélection universitaire d'1 an faite par PASS, par LAS ou par STAPS, les étudiants rentrent pour 4 années de formation à l'IFMK. Et donc, on a 4 promotions d'environ 46 étudiants, puisque c'est le quota qui est dédié. Alors après, les promotions peuvent être un petit peu plus importantes s'il y a des situations de redoublement ou pas, mais globalement, ce sont des promotions de 46 étudiants. Au sein de l'équipe, on a actuellement 7 formateurs qui sont présents au sein de l'école et une équipe administrative. Mais bien évidemment, à cela se rajoutent énormément d'enseignants vacataires, et donc qui sont du réseau breton, puisqu'on va solliciter des médecins, bien entendu, mais des kinésithérapeutes qui vont travailler en libéral, qui vont travailler en centre hospitalier, qui vont travailler en centre de rééducation, et qui ont développé des expertises et qui vont enseigner donc ces expertises-là, ou en tout cas ces notions de kinésithérapie à nos étudiants. On a dans les objectifs de la formation, donc comme nos collègues précédents, hein, aides-soignants et infirmiers, on a une alternance entre les acquisitions théoriques et la pratique à l'Institut, et puis la formation clinique en stage. Donc les étudiants ont des stages systématiquement chaque année et donc sont amenés à découvrir, je dirais, l'ensemble des domaines d'exercice de la kinésithérapie. Donc ils sont amenés à aller en stage en libéral, ils sont amenés en stage en centre hospitalier, ils sont amenés à aller en stage en centre de rééducation, y compris en structure sportive. Donc voilà, ils vont avoir cette alternance entre les cours théoriques et pratiques et la clinique en stage.
Ils vont devoir donc développer ces compétences cliniques et réflexives. Donc ça, c'est vraiment l'objectif primordial de la formation. Et ils vont devoir aborder tous les domaines de la kinésithérapie. Alors là, dans le diaporama, je n'en ai mis que 3. J'ai cité la neurologie, le musculo-squelettique et le respiratoire parce que c'est des champs obligatoires. Mais la formation est une formation généraliste. On ne fait pas une formation spécialisée dans un domaine ou un autre. Je donne un exemple souvent assez flagrant. Beaucoup d'étudiants rentrent dans la formation pour être kiné du sport. Ils ne seront pas, à l'issue des 4 ans, formés de façon spécifique à la kiné du sport. Ils vont la traiter, elle sera vue pendant la formation, mais au même titre que tous les autres domaines, qui sont la neurologie, le respiratoire. Ils vont traiter aussi la pédiatrie, la gériatrie. Ils vont vraiment traiter tous les domaines et donc ils sortent avec un diplôme qui est vraiment généraliste dans la kinésithérapie. La formation, nous, ce qu'on attend effectivement des étudiants, c'est développer, alors, ils ont des compétences qui sont bien fléchées, qu'ils vont développer au cours de leur formation. Mais après, nous, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'effectivement, ils soient autonomes, qu'ils arrivent à s'adapter à tous les domaines d'exercice et au public qu'ils vont avoir et donc aux patients qu'ils vont traiter. On essaye aussi de développer chez eux un sens critique, puisqu'ils vont devoir effectivement continuer, en tout cas, à développer cette formation et donc déterminer et développer leur sens critique est important et le sens et leur sens de la responsabilité par rapport aux soins qu'ils vont pouvoir apporter. Après la formation de masso-kinésithérapie, dans les poursuites d'études, donc les étudiants peuvent éventuellement continuer sur un master 2 et puis sur un doctorat. Donc on a des étudiants qui vont partir aussi vers la recherche. Donc voilà ce qui est possible en poursuite d'études. Et puis dans les métiers, bien évidemment celui de masseur kinésithérapeute, encore une fois dans différentes modalités d'exercice. On peut aussi, exactement comme nos collègues infirmiers, devenir cadre de santé, où donc on peut passer un concours qui nous amène à avoir une année de formation supplémentaire et donc on va effectivement encadrer des professionnels donc dans les structures, que ça soit hospitalières ou centres de rééducation ou des structures privées. Et puis au même titre, on peut être donc formateur en institut. Donc là, c'est pareil, c'est des professionnels qui ont travaillé en tout cas dans la clinique et à un moment donné ont voulu effectivement changer d'orientation et deviennent formateurs en institut. Alors on peut l'être aussi en tant que vacataire, on peut à la fois être dans la clinique et à la fois intervenir en institut, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, ou alors être complètement formateur donc à l'Institut de formation masso-kinésithérapie. Les plus de la formation, je laisserai la parole aussi à Angèle. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une alternance cours théorique et stage, sachant qu'effectivement, les stages, les étudiants ont à un moment donné la possibilité de faire des stages au choix. Ils peuvent choisir, en particulier sur le cycle 2, des stages dans des domaines où on en parlait sur la mobilité internationale. Donc, vous voyez, sur la mobilité internationale, j'ai marqué qu'on pouvait aller au Sénégal, au Vietnam, en Roumanie, à La Réunion. On essaye de développer des nouveaux partenariats. Donc là, il y a un partenariat comme celui de Madagascar qui est en cours de développement. Donc là, les étudiants ont vraiment la possibilité de postuler, en tout cas de candidater pour ce type de stage. Les plus de la formation, c'est des petites promotions. Donc en fait, il y a un suivi pédagogique qui est intéressant avec une proximité avec l'équipe pédagogique réelle. Donc de la même façon, on fait des suivis systématiques en individuel. Chaque formateur est référent de plusieurs étudiants. On a des modalités pédagogiques variées.
On utilise la simulation. Les étudiants vont pouvoir avoir différents projets à mener en groupe ou de façon individuelle. On va utiliser les modalités de vidéo, beaucoup de travaux de groupe, en particulier sur, la dernière année de formation. Angèle, qui est à côté de moi, depuis, la rentrée, ne vit que ça quasiment, que des projets de groupe. Ouais. Et on a en dernière année de formation un stage long de 3 mois, qui est un stage professionnalisant et qui effectivement va permettre à l'étudiant, de développer, vraiment ses compétences en lien avec son projet professionnel. Et puis, bah, voilà, l'exploration des différentes modalités d'exercice comme le libéral, le centre hospitalier, les centres de rééducation, les structures sportives. On essaye systématiquement que les étudiants, puissent, on va dire, être confrontés à toutes ces modalités d'exercice. Merci Madame Briand. Monsieur Aumetre, est-ce que vous avez pu projeter votre document ou pas? Parce que là, c'est bon. C'est bon. Donc, psychomotricien, psychomotricienne, donc c'est un professionnel du paramédical. On travaille sur indication médicale aussi. Et on est spécialiste des troubles du développement psychomoteur à tous les âges de la vie, donc du tout petit, le nouveau-né, jusqu'à la personne âgée. Donc, il va s'intéresser aux fonctions psychomotrices. Vous allez me dire, c'est quoi une fonction psychomotrice? C'est-à-dire que, juste pour vous donner un exemple un peu simpliste, marcher, ce n'est pas simplement que des muscles, des coordinations, des neurones qui fonctionnent, des muscles, mais c'est aussi un espace dans lequel on évolue. Et c'est aussi potentiellement des difficultés à la marche qui peuvent être liées parce qu'on a peur de tomber. Vous voyez, donc c'est le psychomotricien, il va être entre la question du corps et la question du psychisme. Donc c'est très simpliste, mais c'est pour vous donner un petit peu une représentation. Donc, quels sont les profils qui sont recherchés pour cette formation? Donc, plutôt bac général, avec les mêmes matières que pouvait citer Emmanuel Briand pour les kinés tout à l'heure, effectivement. SVT, maths, physique, chimie, mais aussi humanité, littérature et philosophie. Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas ces enseignements de spécialité-là que vous ne pourrez pas rentrer, mais vu qu'on a plus de 500 candidats pour 26 places sur Parcoursup, c'est plutôt ces filières-là qu'on va chercher. Bac ST2S aussi, mais vraiment les très bons niveaux en bac ST2S. Donc, sur le programme de première année, vous allez découvrir le développement normal d'un être humain, du bébé jusqu'à la personne âgée. Et je vous ai mis l'emploi du temps de 7 semaines parce que je le trouvais très représentatif. Donc, en plus, on est 7 semaines, mais très représentatif pour les premières années. Donc, vous avez à la fois des cours théoriques, donc vous allez avoir de l'anatomie, de la physiologie, du développement psychomoteur, mais vous allez aussi avoir des pratiques corporelles, c'est-à-dire que vous allez expérimenter vous-même les outils que vous allez utiliser auprès des patients. Donc, vous voyez, par exemple, là, hier, les étudiants ont eu du tai chi, ils ont eu un cours de sensorialité, donc ils ont expérimenté leur propre sens. Cet après-midi, ils vont avoir de la relaxation et du jeu théâtral. Donc, ils expérimentent différentes pratiques corporelles qu'ils vont utiliser avec les patients. Ils vont aussi avoir en deuxième année du travail en piscine, ils vont avoir du travail en médiation animale, et en troisième année, ils peuvent choisir certaines pratiques comme option. Et puis, vous voyez que là, les premières années, vendredi prochain, ils sont en stage, c'est-à-dire qu'il y a aussi, c'est aussi une formation où il y a beaucoup de stages. En première année, stage en crèche et en école maternelle pour découvrir le développement normal d'un enfant et d'un très jeune enfant. Et à partir de la deuxième année, des stages dans différentes institutions, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans des établissements médico-sociaux ou que ce soit dans des cabinets libéraux. Toutes les informations que je vous donne et que mes collègues ont données pour l'IFSI, l'IFAS, vous voyez tout en bas à droite, je crois que vous aurez le PowerPoint, vous avez un lien vers la page internet de psychomotricien IFPS du CHU de Brest, mais vous aurez aussi sur ce site internet les informations pour l'IFSI, pour l'IFAS et pour les kinés. Donc, 30 places à l'Institut de formation des psychomotriciens du CHU de Brest. On est la seule école en Bretagne. Il y a 21 instituts en France. Donc, on a 26 places Parcoursup. On a 2 entrées par pass et 2 entrées par LAS. On a aussi une entrée si vous êtes sportif de haut niveau. Donc là, vous verrez sur le site internet, c'est une autre porte d'entrée également, mais qui passe par un dossier et un entretien oral.
Je vous ai mis une photo de la promotion de cette année. Donc, vous ne pouvez pas zoomer, mais vous verrez que c'est une promotion où on n'a que des filles. Donc, c'est vraiment un métier qui est choisi majoritairement par des filles. Mais vous avez le droit, c'est pas parce que vous êtes un garçon, vous n'avez pas le droit de candidater. Au contraire, venez, parce qu'effectivement, la représentation de la petite enfance peut attirer davantage les professionnels femmes. Mais il n'y a aucune raison. Vous voyez, moi, j'ai été psychomotricien en petite enfance avec des tout jeunes enfants et des bébés. Donc, vraiment, tous les profils sont recherchés. Donc, l'objectif de vous former à être un professionnel de santé compétent, en capacité de travailler avec les autres, ça c'est vraiment important. Vous l'avez aussi entendu avec les collègues de l'IFAS, des kinés et des infirmiers. Et puis une démarche réflexive, c'est-à-dire qu'on va vous apprendre à penser les diagnostics, on va vous apprendre à trouver des signes de troubles psychomoteurs et de pouvoir être en capacité de réfléchir sur ce que vous faites et de ce que vous allez proposer auprès des patients. Donc, normalement, au bout des 3 ans, vous êtes un expert dans le domaine du développement psychomoteur, dans le bilan et le diagnostic psychomoteur, et vous aurez une connaissance approfondie en psychologie, en psychiatrie et en anatomie. Vous pouvez après effectivement travailler dans différents établissements, hôpitaux, médico-sociaux, en cabinet libéral. Et vous pouvez aussi poursuivre vos études, donc soit des diplômes universitaires, soit des masters, soit des métiers de l'encadrement, cadre de santé ou autre. Donc ça, c'est également tout à fait possible. Les plus de la formation, effectivement, vous l'avez déjà entendu, des valeurs partagées au sein de l'IFPS, donc professionnalisme, bienveillance, interprofessionnalité, ouverture d'esprit. On a une formation aussi à petit effectif, 30, donc effectivement l'esprit de promotion est très très fort. Il est aussi dans des promotions plus grandes, mais c'est vrai que les petits effectifs agrandissent encore ce sentiment-là. Des partenaires de qualité, le CHU, l'Université Bretagne occidentale. Et puis, petit focus pour ne pas manger trop de temps, vous pourrez venir, si vous ne savez pas quoi faire le samedi 24 janvier, maintenant vous savez, vous pourrez venir à l'IFPS sur le site de la Cavale Blanche, où vous aurez l'ensemble des 8 filières qui seront présentées. Donc, les aides-soignants, les infirmiers, les cadres de santé, les psychomotriciens, les infirmiers de spécialité. Les IPA sont présentes aussi, elles étaient déjà là l'année dernière. Et il y aura des ateliers, vous allez pouvoir rencontrer les étudiants. Donc, si vraiment vous êtes intéressé par un métier du soin, c'est vraiment une journée importante. Et une partie des filières seront également présentes le samedi 31 janvier aux portes ouvertes de l'UBO sur le site de l'université. Donc, voilà, j'espère que j'ai fait assez vite et je laisse la place maintenant aux collègues orthophonistes. Merci beaucoup, effectivement. Donc là, maintenant, nous allons avoir la présentation du certificat de capacité d'orthophoniste. Bonjour. Bonjour. Je Bonjour. vous laisse prendre la main également pour projeter votre document. Est-ce que vous... C'est bon, merci. Alors, le certificat de capacité d'orthophoniste, c'est le certificat qu'il faut obtenir pour devenir orthophoniste. La préparation se fait en 5 ans, c'est-à-dire qu'il faut avoir un grade master. Alors, la sélection, elle est forte à l'entrée en orthophonie. Vous pouvez avoir plus d'informations sur la fiche Parcoursup qui va se mettre à jour dans les semaines qui viennent. Mais par contre, la sélection ne se fait que à la première année et ensuite, quand on est rentré en formation, on peut suivre les 5 ans. Il n'y a pas de concours à l'intérieur de la première année, par exemple, ou à l'issue de la première année. On accepte les gens de toutes origines en termes de baccalauréat, donc y compris des baccalauréats technologiques, à condition d'avoir des très bons résultats. Donc, il ne faut pas s'auto-censurer. Et comme les psychomotriciens, on a plutôt tendance à avoir des femmes qui postulent, mais c'est tout à fait ouvert aux hommes, évidemment, et également aux gens en reconversion. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse plus tard dans votre vie, c'est possible. En termes de contenu des enseignements, on va avoir des grands domaines sur les sciences du langage, donc la linguistique, par exemple, des grands domaines de sciences, au sens biologique, un peu de physique, de sciences médicales comme la neurologie. Et puis, on va avoir des domaines sur les populations, donc la pédiatrie, la gériatrie. Et on va aussi avoir des enseignements, évidemment, de plus en plus au fur et à mesure des années sur des vrais contenus orthophoniques, donc par exemple la phonation, la déglutition, les rééducations de certaines maladies précises. Donc c'est un programme qui est très complet et qui a vraiment qui est très varié dans les domaines abordés. Et donc c'est aussi les étudiants
que l'on cherche, il faut qu'ils aient une appétence pour ces différents domaines. Comment ces contenus sont organisés dans un emploi du temps? Donc là, je vous ai mis l'exemple d'un emploi du temps de la semaine dernière et je vais vous montrer après un emploi du temps de master 2. Donc celui-là en L1, vous voyez quand il y a un emploi du temps qui est chargé. Il est variable d'une semaine à l'autre parce qu'on fait beaucoup appel à des professionnels, donc on ne peut pas fixer des créneaux réguliers dans la semaine. Et comme on est une formation paramédicale, la présence en cours est systématiquement obligatoire. Donc ça fait des bonnes semaines avec un volume important. Et on garde quand même des temps de gestion du groupe. Donc par exemple, cette semaine-là, il y avait ce qu'on appelle un temps de vie donc, pour accompagner la promotion et l'aider. Il y a parfois des temps en distanciel, ça arrive ponctuellement. En Master 2, un emploi du temps qui montre que, en fait, au fur et à mesure de la formation, la quantité de stages dans l'emploi du temps va augmenter. Donc, par exemple, pour ce semestre en Master 2, donc à la fin de la formation, les étudiants passent 2 jours en stage et 1 jour sur leur mémoire. Ils ont un petit peu le choix de leur organisation. Et donc, les journées de cours qui restent sont chargées, mais les stages, c'est très formatif. Donc, évidemment, c'est très important. Et je vais laisser la parole à Lorraine. Donc, les objectifs de la formation, c'est de développer les compétences dont devra faire preuve l'orthophoniste. Donc, l'orthophoniste a plusieurs missions. Elle s'occupe d'évaluer les différents troubles, donc de proposer des bilans, elle propose donc un diagnostic à la suite de ces bilans-là. Ensuite, elle propose une intervention, qu'on appelle aussi une rééducation, et elle peut faire aussi également des missions de prévention auprès de différents publics. Et enfin, il y a aussi un axe de recherche scientifique. Donc, la formation, voilà, elle se compose de contenu théorique, de stages, et tout ça, c'est pour développer ces compétences qui sont pour l'instant au nombre de 12, dont, par exemple, savoir mener une séance d'orthophonie, pouvoir évaluer un trouble et élaborer le diagnostic, établir et entretenir une relation thérapeutique. Donc, toutes ces compétences-là vont être travaillées au fur et à mesure des années. Et puis, à la fin, les étudiants doivent aussi préparer un mémoire sur leur dernière année. Donc, le métier d'orthophoniste, il est assez connu pour la prise en charge de certains troubles, comme la prise en charge de la rééducation de l'articulation des petits-enfants. Mais en fait, l'orthophoniste s'occupe d'une patientèle très, très, très variée. Donc, allant du très jeune enfant qui peut avoir des problèmes pour s'alimenter, à l'enfant qui a des troubles d'apprentissage pendant sa scolarité, à la personne adulte qui va avoir un cancer des cordes vocales, par exemple, ou des difficultés suite à un accident de mémoire ou de langage. Et enfin, on s'occupe également des personnes âgées qui ont par exemple, des maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Donc, voilà, les domaines d'intervention sont très variés. À la suite de notre formation, les orthophonistes trouvent tous et toutes du travail. On est même en manque d'orthophonistes sur certains territoires. Donc là, on vous a mis les chiffres des diplômés de Brest de 2023. Donc les orthophonistes diplômés se sont installés majoritairement en libéral, mais également en salariat, donc dans des structures de soins, mais également à l'hôpital. Et la plupart des orthophonistes travaillent à temps plein, donc à 87% à temps plein, s'installent pour moitié dans le territoire breton, donc ce qui soulage bien les orthophonistes actuellement installés. Et voilà, pour indication, le salaire médian des orthophonistes de cette promo-là, 18 mois après, c'est de 2 138 €. Voilà, et donc la plupart des orthophonistes s'installent pour avoir une pratique clinique, donc à nouveau, soit en libéral, soit en salariat, soit éventuellement en mixte, un petit peu des deux. Donc, il y a une grande variété de possibilités de pratique. Et puis, on peut également se diriger vers un doctorat, puisque les orthophonistes qui sont formés ont un master et peuvent après se décider de faire de la recherche avec un doctorat s'ils le souhaitent. Donc, si on résume, pour les avantages de la formation d'orthophoniste, c'est que vous êtes dans une petite promotion de 30 étudiants. Vous avez une sélection dès l'entrée, donc une fois que vous êtes rentré, vous n'avez pas de concours ensuite. Vous avez une formation qui est diversifiée, donc qui est riche et qui est portée par exemple par des professionnels, des orthophonistes, mais aussi des enseignants-chercheurs.
Donc, vous allez aussi avoir une formation qui va prendre appui sur des compétences très différentes. C'est professionnalisant. À la fin, on a un travail. Il n'y a pas de chômage, donc il n'y a pas de problème à trouver une patientèle. La faculté d'orthophonie de Brest est particulièrement dynamique. Déjà, on est la première faculté d'orthophonie de France et il y a une vie associative qui est assez vive, assez active à Brest. Pour le métier, c'est un métier du paramédical, donc il faut vouloir en faire, avec une pratique qui est multidisciplinaire, donc du langage et de sciences, mais qui est aussi interdisciplinaire. On travaille par exemple avec les psychomotriciens, entre autres, et on peut avoir des exercices différents au cours de sa carrière ou même au cours de sa semaine, pour ceux qui ont envie. En termes de ressources, vous allez trouver des liens vers la fiche Parcoursup, le site d'orthophonie, et vous avez 2 vidéos dans ce diaporama de notre ancienne directrice pédagogique pour présenter la formation et un témoignage d'étudiante aussi qui est récemment diplômée. Donc, je vous invite à aller consulter ça si vous souhaitez en savoir plus. Merci beaucoup. J'espère que voilà, les informations auront été utiles à tout le monde. Et je remercie tous les intervenants présents ce matin sur cette séquence assez chargée, les étudiants qui ont aussi pu se libérer, que je remercie pour leur disponibilité. Et nous vous disons à très bientôt. Merci à tout le monde. Merci pour l'organisation. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci.